Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Éric Delanoë, avec Hervé Goulet-de-Cœur, avec Emmanuel Le Chypre. On est tous les Hervé Goulet-de-Cœur. Oui, je sais, j'ai dit cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis cœur ce matin. Hervé Goulet-Cœur. Bon, peu importe. Allez, on y va. On débriefe ensemble l'actualité avec notamment ces questions de recrutement. Ce matin, effectivement, on va beaucoup parler de travail. Stop au processus de recrutement à rallonge. Trop d'entretiens, trop de blabla, trop d'imprécisions à l'arrivée et pas d'infos sur les salaires. Les cadres en ont marre, Emmanuel Le Chypre. Est-ce qu'il y a un problème du côté des recrutements des employeurs ? Alors, il faut quand même reconnaître que ça a beaucoup changé, que les méthodes de recrutement ont beaucoup changé. Alors après, je pense que, comme sur beaucoup d'autres sujets, il faut quand même faire un distinguo entre tout ce qui est grandes entreprises et tout ce qui est PME et petites entreprises. Dans les PME et les petites entreprises, on reste effectivement quand même sur des processus relativement artisanaux. Donc, c'est pas tellement dans les PME que vous avez 5, 6, 7 entretiens avec des personnes différentes pour vous évaluer, vous jauger sous toutes les coutures. Par contre, dans la grosse boîte de logiciels, voilà. Là, ça peut faire mal. Alors voilà, exactement. Là, effectivement, dans ces boîtes-là, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'était quand même assez fluide. Surtout qu'il faut rappeler qu'on a tellement de difficultés de recrutement que je pense que les processus sont assez rapides. Après, effectivement, dans les grosses boîtes, alors il y a des discours qui sont assez différents. Il y a les cadres qui se plaignent que c'est trop long, trop compliqué. Et de l'autre côté, vous avez quand même beaucoup de directions de ressources humaines qui vous disent, mais attendez, devant la pénurie de talents, devant les difficultés de recrutement, on a changé de méthode. Et puis on se rend compte qu'avec la révolution digitale, on met pas en avant les mêmes qualités qu'avant, c'est-à-dire qu'en gros, on s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est soft skills, etc. Donc ça nous arrive. Ça, c'est ce qu'on raconte dans Happy Boulot. Alors voilà, ça nous arrive. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il y a cette revendication de la part des cadres, ça veut dire deux choses pour moi. La première, c'est qu'effectivement, le rapport de force aujourd'hui sur le marché du travail leur est plus favorable et qu'ils peuvent se permettre de prendre un petit air exaspéré, que ça traîne et que ça dure trop longtemps. Et deux, c'est que ça ne change sans doute pas assez vite que ce que nous laissent entendre les recruteurs, les cabinets de recrutement qui mettent en avant maintenant. Et la question du salaire, notamment, apprendre à quelle sauce on va être mangé au bout du 7e entretien, ça serait mieux de le mettre sur l'annonce dès le départ. Hervé, est-ce qu'il faut changer les méthodes de recrutement ? Changer les méthodes de recrutement, je ne sais pas, elles vont quand même, il y a un éventail très large, hein, le job dating, comme on dit, c'est fait pour aller très vite. Pour les cadres, ça peut être très long. Mais il faut dire que dans le système français, lorsque l'on cherche un cadre, c'est quelqu'un que l'on va garder longtemps. Donc voilà, il y a une attente de la perle rare et donc on le regarde sous toutes les coutures. Alors le rapport de force fait que ça change. Aujourd'hui, les cadres peuvent exprimer une exigence. Mais en fait, moi je pense que ce qu'il faudrait regarder, c'est l'évolution de ce rapport de force. Aujourd'hui, voilà, il y a une stabilité qui est offerte aux cadres, donc on le regarde sous toutes les coutures. Si le rapport de force change de trop, il est possible qu'on ait tout de même moins de protection demain sur le marché du travail pour ces gens-là qu'aujourd'hui, et que ça change un peu le rapport de force. Donc aujourd'hui, oui, les cadres râlent en disant c'est trop long et c'est nous qui avons la main. La réforme de l'assurance chômage, ça pourrait changer quelque chose. Je pense que la réforme de l'assurance chômage, elle vaut pas tellement pour les cadres. D'abord, les cadres sont assez peu au chômage. C'est plutôt des gens moins qualifiés. Donc, pour les cadres, moi, je pense que ce qui est compliqué, c'est la durée d'allocation pour des cadres qui ont des technicités un peu particulières et pour lesquels retrouver un nouvel emploi, malgré toute la bonne volonté, ça peut être un peu compliqué. Éric ? On a en fait une corrélation forte entre le niveau de qualification et le temps pour recruter. Plus l'emploi est qualifié, plus le temps pour recruter est fort, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et après, il y a un contrat moral qui est fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent « on va répondre à la demande des talents d'aller vite, et puis si ça ne va pas, on les vire dans la période d'essai ». Ce qui est le contrat moral un petit peu bancal quand même, hein. Sur les cadres, c'est étonnant qu'il y ait cette réaction-là, parce que les cadres sont en plein emploi depuis au moins une quinzaine d'années. Faut quand même le savoir. On est entre 2 et 3% de chômage, ce qui est effectivement le chômage frictionnel. Et nous, si je parle de mon entreprise, on a un processus de recrutement qui est important, parce que pour devenir consultant, il faut avoir des qualifications qu'il faut réussir à tester. Et on ne peut pas se tromper quand on met quelqu'un en face d'un client. Donc il y a ce niveau-là. Après, ce qui change beaucoup, je rejoins ce que disait Emmanuel, les PME, c'est tout à fait différent. Le PME, c'est pas tant le temps de recrutement que le temps d'accès
aux candidats. Les PME ont un mal fou à avoir accès aux candidats. D'où la multiplication des job dating, d'où la réorganisation de France Travail qui va vers le fait de prendre en charge les besoins de recrutement beaucoup plus qu'ils ne faisaient avant sur des entreprises, avec des méthodes totalement innovantes. Et l'idée d'être plus transparent sur les annonces, juste dire en quoi alors moi, le poste et le salaire, bonsoir, le salaire. Normalement, dans une définition de poste, moi je connais pas de définition de poste dans laquelle il y a pas de salaire. Mais personne va aller faire un tour sur les sites d'emploi, personne ne met le salaire sur les annonces, personne. Alors moi, ce qui me marque beaucoup dans les emplois, allez voir les quelques sites d'emploi, on parle très rarement du contenu de l'emploi, on parle beaucoup de l'ambiance au travail. Enfin, c'est quand même incroyable que quand on recrute quelqu'un, on ne parle pas de la compétence, mais on parle de ce que fait l'entreprise pour les employeurs, etc., etc. Donc de toute façon, la manière de recruter, elle suit l'air du temps. D'accord, et on estime que l'air du temps, c'est moins le salaire que les conditions de travail et moins les conditions de travail que la compétence. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, ce qu'observe France Travail, c'est qu'on recrute moins les gens sur leurs compétences que sur leur savoir-être. Il y a une tendance lourde qui consiste à avoir des gens que je recrute et que je vais former. Et donc, je veux avoir des personnes qui vont avoir des qualités de savoir-être un peu particulières. Et après, je me débrouille, quoi. Et après, je me débrouille. Et donc, ça change quand même ça, les méthodes de recrutement très fortes, mais ça les bascule complètement sur la manière de faire. L'air du temps, c'est aussi la réforme de l'assurance chômage. On était il y a quelques instants avec Alexandra Roulet, lauréate du prix du meilleur jeune économiste 2024. Elle s'interroge sur l'effet incitatif à retrouver un emploi. Écoutez ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Quand on réfléchit à la réforme de l'an dernier, qui a réduit la durée de 25%, moi j'étais assez confiante qu'on pouvait réduire la durée d'indemnisation de 25% sans nuire à la qualité des emplois qui allaient être trouvés du fait de ces travaux. Maintenant qu'on a déjà réduit la durée de 25%, on entre dans une zone où il y a plus d'incertitude. C'est-à-dire que si la durée d'indemnisation va être à nouveau réduite, ça va réduire la durée de chômage, ça c'est vrai. Est-ce que ça va nuire à la qualité des emplois retrouvés ? Je dirais qu'il y a plus d'incertitude parce qu'on est obligé d'extrapoler des résultats qui ont été trouvés dans d'autres contextes au contexte actuel. Donc il y a une petite marge d'incertitude. Est-ce que le Chypre ? C'est vrai que, alors honnêtement, c'est pas des résultats qui vont totalement à rebours de ce qu'on savait déjà. Effectivement, quand vous durcissez les conditions d'indemnisation du chômage, il se passe quoi ? Il se passe que il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre un emploi éventuellement pour lequel ils sont trop qualifiés dans le pays qui est déjà le pays dans lequel il y a le plus grande proportion de gens qui sont surqualifiés par rapport à l'emploi qu'ils exercent. Ça, c'est déjà notre cas. Donc, c'est déjà le cas de la France. La France, c'est le grand pays dans lequel il y a le plus de gens qui sont surqualifiés, surdiplômés par rapport à l'emploi qu'ils occupent. Et donc, qu'est-ce qui se passe effectivement si on durcit les conditions d'indemnisation du chômage ? Eh bien, il y a que vous avez des gens qualifiés qui vont prendre des postes pour lesquels ils sont sans doute trop qualifiés, mais ce faisant, ils excluent aussi de ces postes des gens moins qualifiés qui auraient très bien pu les prendre. Et quand vous regardez un petit peu en cascade ce que ça peut donner, c'est vrai que les moins qualifiés, les plus précaires, ça peut rendre leur accès au travail plus difficile. C'est effectivement ce qu'ont montré d'autres études. Après, ce qu'on peut dire sur la France, c'est que oui, incontestablement, quand on a commencé ces réformes de l'indemnisation du chômage, le système français était le plus généreux. Aujourd'hui, il reste généreux, mais quand vous prenez point par point, c'est intéressant de voir, que la France n'est jamais le plus généreux. Si vous prenez la durée d'indemnisation, si vous prenez les conditions d'accès, vous trouvez toujours un ou deux pays qui sont plus généreux. Et donc, ce qu'on peut penser, et c'est là où l'interrogation est pertinente, c'est de dire qu'effectivement, les premières réformes qu'on a faites, c'était sans doute justifié et que ça produit des effets. Là, effectivement, pousser le curseur toujours plus loin, est-ce que ça va produire les effets positifs qu'on attend sans effet négatif ? Effectivement, c'est pas sûr. Hervé ? Il faut rappeler tout de même qu'il y a 50% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Donc, en fait, il y a déjà une grosse partie qui n'est pas concernée. Moi, j'ai l'impression que, en fait, avoir une linéarité en se disant, voilà, je réduis la durée d'allocation et donc ça va me réduire mon nombre de chômeurs de temps. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de linéarité. Donc, on fait des calculs sur certaines évolutions. Après, on veut les extrapoler. Donc, moi, je pense qu'on est un peu sur une terre annulus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Bon, il y a une volonté
d'aller vers le plein emploi. Il y a sans doute une volonté aussi de faire des économies. Les comptes publics ne sont pas en très bon état. Bon, tout va dépendre de l'état de la conjoncture. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça se passe dans un grand tout et que la lecture de la conjoncture est compliquée aujourd'hui. Donc, en fait, extrapoler des résultats de ces micro-changements... Pour vous, c'est compliqué de faire de la macroéconomie sur les questions de chômage ? Écoutez, oui, moi je crois que c'est compliqué parce que, en fait, on n'est pas sur un marché standard où il y a des voitures, grosses, petites, break, berlines. On est sur une matière humaine. Certes, il y a des qualifications, mais les profils pour remplir ces emplois sont un peu différents. Bref, c'est un marché beaucoup, beaucoup plus éclaté que plein d'autres marchés de biens et services. Il y a trop de critères psychologiques, et donc, dire qu'on va le réguler, vu de très haut, avec des raisonnements macroéconomiques. Bon, il faut sans doute le faire parce qu'il y a quand même besoin de mettre un peu d'ordre, mais quand on essaie de s'intéresser aux résultats, il faut juste être prudent. Éric ? Moi, je trouve que ce débat, le débat de l'assurance chômage, il est complètement biaisé parce qu'on regarde avant, après, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on durcit, on s'européanise sur l'assurance chômage. C'est pas une mauvaise chose pour sortir de la France choisit le chômage comme ça avait été évoqué dès 93. Donc qu'on essaye ça, c'est pas une mauvaise chose. Simplement, il faut regarder ce que l'on fait par ailleurs. 4 milliards d'euros viennent d'être mis en place pour réformer France Travail. Réformer France Travail, ça a un objectif majeur, on l'évoquait tout à l'heure, enfin Alexandra l'évoquait tout à l'heure, ça va être de contribuer à fluidifier le marché du travail. Donc ça va permettre de faire en sorte que les entreprises accèdent mieux aux demandeurs d'emploi et faire en sorte que les demandeurs d'emploi les plus fragiles accèdent mieux au marché de l'emploi. Quand on se dit qu'il y a une incitation au travail par la réduction de l'assurance chômage et que par ailleurs on a des instruments de fluidification du marché du travail pour faire en sorte que la mobilité s'accélère, on peut se dire que c'est une mesure qui mérite d'être tentée. Je ne suis pas sûr qu'effectivement on n'aille pas quand même vers l'Allemagne, l'Allemagne qui a quand même généré un certain pourcentage de travailleurs pauvres vers lequel il ne faut pas aller en France. Mais c'est des équilibres qui sont difficiles à trouver. On ne pourra pas se dire que ça marche ou ça ne marche pas avant de l'avoir essayé et de l'avoir évalué. Ça prendra 2 ans. Mais ce qui est très compliqué, c'est quand même que, effectivement, il y a la théorie, c'est ce que dit Hervé sur le côté, il y a un côté offre-demande et puis il y a un prix quelque part au milieu qui permet un ajustement, sauf que les critères de mobilité sont quand même extrêmement contraints. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de raisonner sur des petits bassins d'emploi qui ont tous des contraintes différentes, il y a un chômage de mobilité qui est aujourd'hui important, qu'il y a un chômage qui est lié à votre situation personnelle qui est aussi extrêmement important. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il faut les faire garder ou pas? Est-ce que vous avez un moyen de transport ou pas pour aller travailler? Donc il y a quand même énormément de freins. Aujourd'hui, la question du logement est un des principaux freins aujourd'hui à la reprise d'un emploi. Donc en fait, c'est vrai qu'il y aura toujours la frange de la population qui, d'une façon ou d'une autre, on peut le dire comme ça, profite du système, soit finalement en alternant les périodes assez bien maîtrisées d'activité, d'inactivité pour profiter de l'allocation, etc. Bon, ça c'est un sujet trop individuel. Mais tout ça, ça va sans doute. Mais pour le reste, c'est quand même des tout ça, c'est très vrai. Il y a juste un point par rapport à ça, c'est qu'on part de très loin. On part de très très loin, c'est-à-dire on s'est tellement pas occupé des personnes qui étaient dans les minima sociaux, on s'est tellement pas occupé de l'adéquation entre l'offre et la demande, entre les demandes et les offres d'emploi, qu'il y a un champ gigantesque pour fluidifier néanmoins le marché du travail, tout en prenant les contraintes qu'évoque Emmanuel. Ça fait beaucoup de travail pour Thibaut Guilly à France Travail, qui est notre invité demain à 8h15. Il nous reste 5 minutes 30, il va falloir choisir entre la French Tech et le produit d'épargne européen. Qu'est-ce que vous votez? Il faut choisir, parce qu'on ne fera pas les deux. Le produit d'épargne. Très bien, vous êtes le premier à avoir parlé, alors on part sur le produit d'épargne européen. Voilà un sujet sur lequel Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont d'accord. Il nous faut des financements européens, il faut flécher l'épargne des particuliers. Bonne ou mauvaise idée pour vous, Hervé? C'est une excellente idée. On a des tas de choses à financer. Si on prend simplement transition énergétique, le digital, la défense, c'est 1000 milliards par an pendant très longtemps. Et on s'interroge sur comment financer. Et c'est vrai que la finance peut, en s'organisant mieux, être un facilitateur. Le taux d'épargne est élevé en Europe. On a 12% du revenu des ménages qui est épargné. Il y a 3 points de PIB par an d'épargne qui ne trouve pas à s'investir en Europe et qui va s'investir dans le reste du monde. Si vous prenez ces 3% de PIB par rapport à 1000 milliards, c'est la moitié
qu'on pourrait financer comme ça. Donc en fait, il faut s'arranger pour que cette épargne, elle reste chez nous. Pour qu'elle reste chez nous, eh ben, il faut qu'on ait, pour faire simple, des marchés de capitaux attractifs et les produits qui dirigent vers ces marchés. Il ne faut pas oublier si on reste encore un peu dans les chiffres, le poids de l'économie européenne, c'est le poids à peu près de l'économie américaine, entre 20 et 25% du produit intérieur mondial. La capitalisation, donc la masse investie sur le marché des actions, c'est moins de 20% du total en Europe, 40% aux États-Unis. Sur les obligations, c'est pareil. Donc il y a une surreprésentation des États-Unis dans la masse des marchés de capitaux. À cause de notre fragmentation, c'est ça l'explication ou pas seulement? La fragmentation, il y a le mode de financement de l'économie qui est un élément, il y a la fragmentation qui est un autre élément, et puis il y a l'attractivité. Il ne faut pas oublier que la capitalisation d'une entreprise cotée en Europe, elle est inférieure à 2 milliards d'euros. La capitalisation aux États-Unis de la même entreprise, c'est 6 milliards. Donc en fait, c'est plus facile d'aller placer ses sous aux États-Unis qu'en Europe. Donc, dans cette volonté d'aller vers une unification du marché des capitaux européens, il y a quand même un facilitateur de financement. À un moment où on en a besoin. On a la volonté, Hervé, mais est-ce qu'on peut le faire? On est d'accord sur rien. La titrisation, c'est pas possible. La fiscalité, non plus. Ça fait 10 ans qu'on en parle, l'union des marchés de capitaux. Là, ça s'accélère, mais on va jamais y arriver. On en parle. Encore une fois, l'Europe a progressé par les crises. La crise de 2008 a finalisé l'union bancaire. On peut se dire que la crise de l'investissement que l'on vit et qu'on est en train de payer très cher, c'est peut-être une crise qui va faire en sorte que les sujets vont avancer. Les sujets sont pas si compliqués que ça, en fait. C'est des sujets extrêmement techniques. L'harmonisation fiscale, bon courage. Mais oui, mais sauf que c'est pas une harmonisation fiscale globale, c'est une harmonisation fiscale des marchés, notamment les problématiques sur les problématiques d'insolvabilité d'entreprise. Quand on investit, il faut savoir comment se font les résolutions en termes d'insolvabilité. Ça, on est sur des sujets très techniques. La titrisation, c'est un sujet très technique et d'ailleurs sur lequel il faut quand même qu'on ne perde pas de vue les enseignements qu'on a tirés de la crise de 2008. Parce qu'il y a toujours des tendances à balancer ces créances qui sont pas les bonnes. Donc, à partir du moment où l'Allemagne ne va pas bien, alors que l'Allemagne est un des principaux opposants de l'union bancaire, c'est un des principaux opposants de l'union des marchés de capitaux. Oui, et ils n'en voulaient pas avant du produit européen. Ils ont envie de pouvoir avancer pour faire en sorte d'aller mieux. Ils vont avoir un intérêt à aller mieux, alors qu'avant, ils n'avaient pas un intérêt à ce que ça aille mieux, parce qu'ils étaient les principaux capteurs de l'investissement étranger, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Emmanuel, il reste 1 minute. Ce qui est frappant dans ce que dit Hervé entre la disproportion entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'autre disproportion, c'est effectivement entre le matelas d'épargne disponible en Europe et le matelas d'épargne disponible aux États-Unis. Et donc là, effectivement, quand vous mettez les deux déséquilibres face à face, vous vous dites qu'il y a quand même un énorme sujet autour de ce gisement d'épargne pour lesquels on n'a pas su encore inventer les tuyaux qui vont permettre d'aller financer l'économie. Et je pense qu'on cherche beaucoup trop de solutions du côté de l'endettement, etc. Je pense que c'est une solution qui est évidente et à laquelle on ne pense pas assez. Et je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus d'efforts. Alors après, il faudra faire des efforts de pédagogie, expliquer, etc. Ça serait pour les actifs. Et les employeurs pourraient abonder pour les actifs sur ce plan européen. Merci à tous les trois d'être venus ce matin.